ce soir. Donc moi je suis Daniel Olivier, directeur de l'Institut français, et ravi de vous accueillir. Et surtout ce soir, ravi d'accueillir Marie-Hélène Yossek, qui vient à Séoul pour la première fois, mais qu'elle dit qu'elle reviendrait, donc elle ne va pas tout donner ce soir. Bon, là, je suis sûr que vous avez déjà lu ses livres. Elle a plusieurs livres traduits en coréen. Sa venue ce soir, c'est parce que Clem, donc, est traduit en coréen et est sorti la semaine dernière. Je voudrais remercier Open Books, l'éditeur, qui est partenaire, qui nous a aidé pour la faire venir, qui a publié plusieurs de ses livres, M. Hong, le président, Grégory, qui doit être dans la salle, qui nous a énormément aidé dans tous les contacts avec les écrivains français. Et Marie-Hélène Yossek ce soir, donc, je vais laisser d'ailleurs Pax, on l'a présenté beaucoup mieux que moi, mais vous savez que c'est une de nos meilleures écrivains, une des plus connues. Elle voyage dans le monde entier, on a beaucoup de chance de la voir ce soir. Elle est écrivain, elle est psychanalyste, elle adore l'Afrique, elle écrit 2 bouquins par an, elle écrit des traductions, elle écrit une pièce de théâtre, enfin elle touche à tout avec beaucoup de succès. En plus elle est passionnante. Donc je suis sûr que vous allez passer une excellente soirée. Encore une fois, je la remercie. Merci beaucoup. Et puis je laisse à part Sandy, que je remercie aussi d'être ici. Merci également aux conductrices qu'on remercie de passer souvent. Mesdames, thank you very much. Et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. 이 가시네라는 책을 직접 당장 편집을 했는데요. 출판 편집자들이 이런 자리에 나와서 여러분들을 만나게 되는 일이 흔치는 않습니다. 더더군다나 이렇게 큰 상도 수상하셨고 프랑스에서도 굉장히 유명한 작가분을 직접 만나게 되어서 저도 너무 영광스러운 자리입니다. 일단 오늘 행사는 몸의 글쓰기, 언어로 여성과 신체로 구현하기라는 주제로 진행이 될 거고요. 장관님의 강연을 시작으로 해서 오늘 순서 시작해 보도록 하겠습니다. 일단 장관님 첫 방안이시죠. 네. 네, 그 12년 만에 한국에서 신작이 나왔어요. 네. 그래서 악태지라는 작품이 1999년에 나오고 그 이후에 2002년에는 유령들의 탄생이라는 작품이 나왔는데 그 이후에 굉장히 5년 만에 신작이 나와서 한국에 오시게 되었습니다. 제가 고등학생 때 악태지를 처음 읽고서 굉장히 당황스럽기도 하고 혼란스러움에 좀 빠져 있었던 기억이 있어요. 그래서 저도 가시네라는 책을 맡게 돼서 되게 반가웠었는데 일단은 프랑스에서는 총 13종의 작품을 내셨는데 한국에는 아직 많은 작품이 출간은 되지 않았습니다. 네, 가시네라는 작품을 통해서 다시 한번 작가님께 인사를 드리고 앞으로도 좀 더 작가님의 작품을 소개해드렸으면 좋겠습니다. 제가 말씀을 시작해보실까요? D'accord, d'accord. Alors, effectivement, c'est la première fois que je viens en Corée. J'avais déjà été invitée plusieurs fois, mais à chaque fois j'étais enceinte jusqu'aux yeux, pour dire en français. Je n'ai pas pu venir, donc je suis ravie d'être là. Maintenant, j'ai 3 enfants qui grandissent. Je suis donc, par quoi je peux commencer? Je suis un écrivain, on dit aussi une écrivaine, avec la féminisation des noms de métiers en France. J'ai 45 ans. J'écris depuis toute petite, ce qui n'est en aucun cas un gage de qualité, c'est un gage d'obstination. Et j'ai publié mon premier roman à 27 ans en France, avec un énorme succès qui était, j'étais la première étonnée. Et ça a été aussi une très grande chance, évidemment. Et à partir de ce premier roman, je n'ai plus fait qu'écrire. J'ai aussi un parcours dans la psychanalyse. Si ça vous intéresse, on pourra éventuellement en parler, même si ce n'est pas le sujet ce soir. On dit de moi, et c'est sans doute vrai, que j'écris beaucoup sur le corps des femmes, sur leur place dans le monde, dans la société. Mais je crois que ce qui m'intéresse le plus, ce sont les clichés, les stéréotypes, les phrases toutes faites, ce qu'on répète tout le temps sur les choses. Et moi, la première, je répète quand je parle,
des lieux communs, parce qu'il faut bien se parler les uns les autres, parce qu'il faut bien avoir un langage commun. Et quand j'écris, j'essaie de trouver d'autres phrases. J'essaie de voir le monde comme si c'était la première fois que je le voyais, avec une espèce d'étonnement, je crois, parce que je trouve que le monde ne va pas de soi. Et ça donne des livres qui ont sans doute souvent un aspect un peu brutal, mais aussi, me semble-t-il, un aspect, je ne sais pas si c'est poétique le mot, mais un aspect, je ne sais pas comment les qualifier, ce sont mes livres, mais peut-être un peu étonnant, je ne sais pas. Ça m'amène à parler en fait de beaucoup de choses, pas seulement des femmes. Mais j'essaye de trouver d'autres phrases que nos vieilles phrases usées. Je vais prendre un exemple tout simple. Les bébés. Alors les bébés, déjà quand on dit ce mot en France, tout le monde prend un air un peu ennuyé, parce que c'est mièvre, parce que c'est un truc de bonne femme, justement. Et parce qu'aussi les bébés, ce sont des créatures tellement étonnantes qu'on les recouvre de phrases toutes faites. Quand un bébé est né, qu'est-ce qu'on dit? Moi aussi. On dit « Ah, qu'il est mignon !» Parce qu'on ne sait pas quoi dire. Parce que ce surgissement d'un nouvel être humain est une chose dingue. Donc on dit « Ah, qu'il est mignon !» Alors que souvent ils sont très vilains, vous savez. Mais la planète tout entière, je voyage beaucoup et je sais que tout le monde dit « Ah, qu'il est mignon !» sur un bébé qui vient de naître. Mais pourquoi on dit ça? Parce qu'on est frappé de stupeur, je crois, par le surgissement d'une nouvelle vie. Et aussi par le fait que cette nouvelle vie est sortie du vagin d'une femme. Et je crois que tout est fait pour qu'on oublie que nous tous ici, nous sommes sortis du vagin d'une femme. Je mets les césariennes de côté. Enfin, vous voyez l'idée. Et je crois que tout est fait pour oublier aussi cette espèce de scandale que les femmes ont un vagin et que nous sommes tous et toutes sortis de là. Et j'écris sur des choses comme ça qui sont très simples, très évidentes, et qui pourtant, à ma propre surprise, embarrassent. Parfois choquent, mais embarrassent. Voilà. Et d'ailleurs, en parler en public, ce n'est pas facile. Mais l'écrire et le lire paisiblement, seul, chez soi, c'est une autre affaire. Et je pense que dans ce dialogue de la littérature, qui est entre deux êtres humains seuls, moi devant ma page, le lecteur ou la lectrice seul avec le livre, dans ce dialogue seul peut passer énormément de liberté. Et là peuvent se dénouer les phrases toutes faites, peuvent se dénouer les stéréotypes. Alors je dis peut-être des choses un peu théoriques, là, un peu abstraites, mais je pense qu'en parlant, on va trouver des exemples concrets. 퇴직 때도 그렇고 뭔가 여성의 몸에 대해서 정말 관심이 많다고는 평소에 저도 생각을 했습니다. 그런데 가시네에서는 뭔가 소녀가 사춘기를 통해서 다른 단계로 넘어가는 것으로 보여지는데요. 암태지에서는 여성이 신체적으로 직접적인 변화를 했다면 가시네에서는 사춘기를 통해서 그렇게 여자의 다른 변화를 보여주는 것 같아요. 그래서 여자의 몸이라는 게 뭔가 사람의 몸이라는 다 그렇지만 가만히 머물러 있지 않고 계속 변화해 나가는 걸로 보여지는데요. 이건 혹시 남자들에 비해서 여자들이 자기 신체의 변화, 어떤 다른 변화에 대해 좀 더 민감하다고 생각하시나요? C'est tout à fait exact. Et mon premier roman Truisme et celui-ci, Pierre, parlent en fait de la même chose, mais avec des moyens différents, des images différentes. Mon premier roman Truisme était une métamorphose de l'ordre du fantastique. C'était presque une fable, puisque c'était l'histoire d'une femme qui se transforme en truie. Mais je pense qu'on pouvait le lire comme une espèce de super puberté, une espèce de puberté monstrueuse, mais qui nous arrive à toutes et à tous. Et Gleb est un livre franchement naturaliste. En fait, je pense que c'est dans la veine de Émile Zola, qui a écrit par exemple un livre comme La Terre, où on voit un accouchement, où on lit un accouchement extrêmement réaliste et assez choquant. Je me rappelle l'avoir lu assez petite.
Et pourtant, c'est un roman du 19e siècle. Peut-être qu'il y a en effet quelque chose de toujours un peu plus choquant quand c'est une femme qui prend en charge ce naturalisme, hein, ce côté vraiment très réel de la vie organique, qui n'est jamais que organique, qui est aussi... ça n'existe pas l'organique pur. On est tout de suite ailleurs avec l'être humain. Bon. Est-ce que les femmes se ressemblent plus que les hommes, ou le vivent plus sensiblement? Je ne crois pas du tout. Je pense que quand on dit des femmes qu'elles sont plus sensibles que les hommes, on ne les décrit pas. On leur donne un ordre. On leur ordonne d'être plus sensibles. Quand on dit des jeunes filles qu'elles sont pures, on ne les décrit pas. On leur ordonne d'être pures. Et quand on dit aux garçons qui sont costauds, qu'eux, ils ne sont pas sensibles comme les filles, hein, on ne les décrit pas. On leur donne l'ordre d'être costauds et de ne pas pleurer, etc. Et c'est là qu'il ne faut pas se laisser faire, en fait. On n'a pas comme ça une nature pure et douce. Si la féminité, c'est d'être pure et douce, je ne suis pas féminine. Par contre, je pense que je suis réellement féminine. Je me sens vraiment une femme, mais je le suis d'une autre façon. Et qui est aussi féminine. J'ai du pouvoir, mais je le fais à ma façon. Et j'ai mis beaucoup de temps, personnellement, à déconnecter ces ordres que je recevais. J'avais introjecté les ordres, c'est-à-dire je m'interdisais en fait de m'affirmer, d'être énergique, de travailler beaucoup, d'être dynamique, de ne pas toujours penser à mes enfants. Je me suis beaucoup interdite d'être ce que je suis aujourd'hui parce que je croyais qu'une femme, c'était quelqu'un de doux. Voilà. Les hommes sont très doux aussi. La douceur, elle se cherche, elle se trouve. Bon. Voilà, n'obéissez pas aux ordres, c'est tout. Donc mes romans racontent ça aussi. Et mes romans sont une façon de désobéir et de montrer qu'on peut désobéir. Mais c'est pas forcément comme ça qu'on est plus heureux, hein, plus heureuse, mais on est plus libre. Voilà, je dis le truisme, hein, excusez-moi, mais voilà, je crois que c'est très important de se rappeler qu'on n'est pas obligé, quand on est une jeune fille, d'être pure et sensible. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et donc on n'est pas obligé de vivre sa puberté d'une façon plus douloureuse qu'un garçon. 말씀을 들으니까 또 소설 속의 한 장면이 생각이 나는데 이제 솔랑주가 그 첫 생애를 시작하면서 뭔가 또래 남자아이들과 자기는 다르게 규정되어진다 라는 그런 인식을 갖게 되는 것 같았어요. 처음에서는. 그래서 어떤 환영년이라는 단어에 대해서 고찰을 하고 누가 내 안에는 환영년이 있고 없고 그 얘기를 나누는 부분이 있는데요. 그것도 뭔가 의도적으로 넣으셨던 분인지 그것도 굉장히 궁금하더라고요. 우리가 사실은 중성이라고 할 수는 없지만 뭔가 2차 산질이 시작되기 전에 우리는 다 같은 존재들인데 어느 순간부터 여자는 여자, 남자는 남자 이렇게 구분되어서 양쪽으로 이렇게 Y자를 그리는 길을 가게 되는 것 같거든요. Oui, mais ça n'est pas un état de nature. Juste que nos toilettes indiquent qu'il y a d'un côté les garçons et de l'autre les filles. À peu près partout au monde, sauf en Suède par exemple, où ils essaient de dire que c'est ridicule de séparer les toilettes. Bon, passons. Mais cette différence faite entre les sexes, elle est exagérée par notre société. Il n'y a pas lieu d'être si différent. Comment est-ce que je peux parler de ça? Est-ce que tu formuler la question? Est-ce que tu peux poser une autre question là-dessus? Ou on va la reposer parce que je crois que j'ai perdu des bouts. Ah oui, je me rappelle. Les mots pucelle et les mots putement de oui. Alors en plus, dans ce roman, il y a beaucoup de jeux de mots. Et donc la maison d'édition a fait un énorme travail de traduction avec la traductrice. Et il y a aussi beaucoup de notes en bas de page parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup de blagues. Pourquoi il y a beaucoup de blagues et de jeux de mots? Parce que Solange, elle a été élevée dans un petit village, comme celui où j'ai été élevée, qui est un village où
où il n'y avait pas beaucoup de lettrés en fait. Et c'est un village au Pays Basque, si ça vous intéresse, qui est dans le sud-ouest de la France. Les seules informations sexuelles dont disposaient les jeunes filles et les jeunes garçons venaient surtout des blagues cochonnes que se racontaient les hommes quand ils avaient trop bu dans les fêtes de village. Je suis sûre que ça existe aussi en Corée. Et donc ces blagues cochonnes étaient pleines de mots grossiers, que je vous épargne, mais qui étaient les mots qui arrivaient les premiers aux oreilles des enfants. Et il fallait comprendre les blagues et leur sens, c'était très obscur. L'autre source d'information était très différente, c'était les magazines féminins que lisait ma mère, donc dans les années 80. C'était surtout Marie-Claire. Dans Marie-Claire, il y avait dans les années 80, donc, après la libération sexuelle, des dossiers hyper techniques sur comment échapper à la frigidité, découvrez votre clitoris. Donc, je vous parle de 1982, 1983. Et moi, j'avais 12 ans, 13 ans, et je lisais ça. Et je les comparais au Black Ocean de mon père, et je ne faisais pas forcément le lien entre les deux. Et là au milieu, vous êtes une pucelle, et vous vous demandez effectivement si vous êtes une pute. Vous vous demandez où est la femme dans tout ça. C'est comme s'il n'y avait que deux solutions, quoi. Et donc il y a un chemin très personnel à faire au milieu de tas de phrases stéréotypées et bêtes en fait. Bêtes. Il y a un chemin d'intelligence à faire dans la sexualité, dans la découverte de sa sexualité. Alors qu'on a 14, 15, 16 ans. Et les années 80 étaient un moment très particulier pour ça. Je pense que l'histoire de nos deux pays est assez différente. Ça. Mais éventuellement, je développerai un peu ce moment, ce qu'ont été, à mon avis, les années 80 en France. 질문에 대답 감사합니다. 제가 너무 갑작스러운 질문을 드린 것 같아요. 그러면은 조금 다른 얘기를 드려보고 싶은데, 소상수 주변에는 사실 뭐랄까요, 제대로 된 어른, 정말로 아이를 보호해주고 제대로 그런 어른이 잘 없는 것 같아요. 특히 어떤 보호 역할을 하게 되는 비오츠 씨 같은 경우에는 개인적으로 되게 흥미가 갔던 이유인데, 어른은 어른인데 어떻게 보면 소상수보다도 훨씬 불안정하고 감정의 기복도 심하고 뭔가 이렇게 물 위에서 막 이렇게 흔들리는 그런 나약한 개 같은 사람이거든요. 그런 비오츠 씨에 대해서 얘기를 조금 더 들어보고 싶어요. En fait, Monsieur Biotz, Biotz, ça veut dire cœur en basque. C'est un peu, il y a un peu que moi qui le sais et quelques personnes qui parlent basque, mais Biotz, le cœur. Monsieur Biotz, c'est le seul personnage du roman, à mon avis, qui a du cœur, qui est vraiment un homme bon. Et c'est le seul, à mon avis, qui aime vraiment Solange. Il a un problème, c'est qu'il l'aime d'un amour total et qu'il la désire aussi et qu'elle est beaucoup trop jeune. Mais il sait que c'est pas bien, donc il résiste. Un peu tout le roman, on voit cet homme essayer de résister. Et je le trouve très touchant. Mais ce roman, c'est aussi le portrait d'un village. Et dans tous les villages, je suis sûre aussi en Corée, il y a un fou du village, mais il y a aussi un marginal. Et ce marginal, dans ce cas, M. Biot, c'est quelqu'un qui a très peu d'argent, mais qui se débrouille. Il a quelques poules, il vit de rien. Son jardin est absolument pas entretenu, il y a des pneus dans le jardin, il y a des grillages. Et il y avait comme ça, à côté de chez moi, un marginal sympathique, dont la mère était morte et il était un peu resté tout seul, vieux garçon, comme on dit. La sexualité de certains hommes célibataires est aussi très compliquée, très difficile. Il était très seul, je crois. Et je me rappelle, il avait, vous savez, des t-shirts Iron Maiden ou ACDC. Il était un peu hard rock, comme ça, avec les cheveux longs. Bon. Et bien sûr, l'histoire est fictive, mais je me suis inspirée de ce marginal de village, plein de bonté pour ce personnage. Et c'est aussi un descriptif, ce roman, des classes sociales. Quand je dis que c'est un roman naturaliste, c'est aussi en ce sens, j'ai vraiment essayé de montrer, enfin de raconter, comment dans un petit village comme ça, le bourgeois avec sa piscine et sa belle voiture côtoie à quelques mètres près le marginal ou la vieille fermière très traditionnelle, ou des gens de la classe moyenne comme étaient mes parents. Et tout ce petit monde, les enfants se retrouvent à l'école, dans l'école publique du petit village.
Et il y avait des chocs comme ça de niveau de classe sociale, des chocs de culture, qui étaient, que je ne comprenais pas à l'époque, mais que j'ai compris plus tard. Et par exemple, la fille de la concierge du château, il y a toujours un château dans ce village, la fille de la concierge se faisait passer pour la princesse, pour la châtelaine du château. Et Solange, elle ne comprend pas que cette petite fille ment, en fait. Toutes les petites filles veulent être des princesses. Bon, alors voilà, c'est aussi un récit, oui, très réaliste de toutes ces différentes petites filles et petits garçons qui grandissent ensemble, mais qui sont vraiment de classes sociales différentes. Et ça influence aussi leur approche de la sexualité. C'est assez subtil. Et les mots qu'ils utilisent, et les niveaux de langue qu'ils utilisent aussi. 그 솔랑주 주변의 친구들을 보면 뭐 로즈라든가 로즈 같은 경우는 굉장히 그나마 굉장히 정상적인 부모를 가지고 아주 정상적으로 학교 생활을 하고 그리고 레티시아 같은 경우는 정말 성에 사는 그런 아이고 저도 그 솔랑주, 로즈, 뭐 레티시아, 델핀 이런 아이들 이렇게 모여서 얘기하는 걸 보면서 아 정말 이 아이들 어떻게 하지? 그렇게 생각도 들고 막 그런 엄마 잡지나 엄마가 카탈로그에서 뭔가를 찾으면서 그런 아이들 모습이 근데 한국이나 프랑스나 그런 모습은 크게 다르지는 않은 것 같아요. 그리고 비오츠 씨 얘기도 해주셨는데 그 마지막 장면에서 비오츠에 대한 솔랑주의 회상을 봤을 때 딱 와닿습니다. 그 작가님 말씀하신 대로 솔랑주 스스로도 자신을 진짜로 사랑해주고 이해해주는 비오츠 씨가 있다는 걸 느끼는 것 같아요. Alors là, il faut dire aussi que ce roman est un des plus autobiographiques que j'ai écrit, même si c'est de fiction, mais le matériel est très autobiographique, plus que mes romans habituels. Je l'ai écrit après avoir réécouté mon journal d'adolescence. Je dis réécouter parce que c'est un journal que j'avais enregistré sur des cassettes. Parce que j'avais déjà un rapport à l'écriture très exigeant et je n'avais pas envie d'écrire mon journal intime. Ça m'ennuyait en fait de raconter ma vie. Mais comme toutes mes copines tenaient un journal intime et qu'on est très conventionnel à l'adolescence, on fait tout comme les autres, je me suis dit bon allez, je vais quand même garder une trace de ma vie et je l'avais enregistré sur des cassettes. Je n'ai jamais pris le temps d'écouter toutes ces cassettes. C'était une boîte entière d'une centaine de cassettes en fait. Une centaine d'heures. C'était des grosses cassettes des années 80 avec les deux ronds. Et donc il a fallu 30 ans après presque que je trouve un Walkman. C'était pas facile à trouver en fait. Pour écouter ces cassettes, les enfants regardaient ça comme si c'était un dinosaure technologique. Et j'ai passé 3 semaines, presque un mois, à réécouter 8 heures par jour ce matériau. J'en parle parce que le bavardage de toutes ces filles vient directement de ces cassettes. C'est vraiment du bavardage. Et elles racontent n'importe quoi. Et elles se font des idées folles sur la première fois, par exemple. Oh, la première fois. Et elles se racontent des histoires horribles, de boucheries sanglantes, enfin de choses atroces. Et ce sont les mêmes choses qu'on retrouve aujourd'hui sur les forums d'adolescents sur Internet. C'est les mêmes bêtises. Des tabous sur les règles, qu'il ne faut pas se baigner pendant les règles, par exemple. Ma grand-mère me disait ça, sinon j'allais me vider de mon sang. Et ça existe encore, cette bêtise. En tout cas en France, ça existe encore, on raconte encore ça. Et bon, tous les tabous, toutes les bêtises que vous pouvez imaginer, que vous-même avez pensé à l'adolescence sur la sexualité. Tout ce bavardage entre copines et aussi entre copains, parce que les garçons aussi se racontaient des choses. Peut-être pas les mêmes, je sais pas. Mais bon, j'avais tout ça sur ces cassettes, et ce qui m'a frappée, c'était deux choses. C'était la grande pauvreté, en fait. C'est une phase de ma vie où je ne suis pas encore éduquée. Je n'ai pas encore fait d'études. Je n'ai pas d'outils intellectuels. Et je suis d'une candeur, et en même temps d'une crudité, parce que j'essaie de comprendre le monde, donc entre 13 ans et 16 ans et demi, avec mes pauvres moyens. Je n'ai pas encore beaucoup lu de livres.
je n'ai pas encore beaucoup de mots. Et c'est très intéressant à écouter. C'est terrible. Mais c'est un bel effort pour essayer de comprendre le monde avec pas beaucoup de moyens. Heureusement que j'ai fait des études. Et pour être écrivain, ça a été très important aussi. L'autre chose qui m'a frappée, c'est aussi la beauté quand même, qui se dégageait de ces cassettes, parce que d'abord, cette chose que j'avais complètement oubliée, j'avais un accent du sud-ouest très fort, que j'ai encore peut-être pour les quelques Français qui sont dans la salle, mais que j'ai beaucoup perdu à force d'habiter Paris. J'avais un accent vraiment basque, qui est là, tel quel sur les cassettes. Et c'est déjà étrange de s'écouter soi-même, et de s'écouter soi-même 30 ans après, c'est vraiment une expérience d'inquiétante étrangeté, comme on dit. Je ne sais pas si le concept existe en coréen, d'étrangeté. Et dans ces cassettes, et je pense que ça s'entend dans le roman, il y a aussi une matérialité sonore que je trouve belle et que j'avais oubliée. J'entends les moutons, les coqs, le coq, les poules, dans les champs qui séparaient ma maison et celle d'Hélène, si tu veux tout savoir, parce que Étienne, j'ai été à l'école beaucoup plus tard avec Étienne quand on avait 20 ans, Étienne Roland. Mais il connaît cette amie d'enfance, Hélène. Donc il y avait des champs et des bois, et dans les champs, il y avait des moutons. Sur les cassettes, on les entend, je les entends. Sur les cassettes aussi, et c'était très émouvant pour moi, j'entendais les mules, les pantoufles à talons de ma mère, qui faisaient clac, clac, clac dans la cuisine à côté, sur le carrelage, et qui passaient à travers le mur. J'entendais, et j'avais complètement oublié, le couple de perruches qu'on avait au salon dans une cage, et on les entend sur les cassettes. Et ça m'a, cette expérience, vraiment, cette immersion dans une matière sonore m'a donné beaucoup de force et d'inspiration, pour dire ce mot, pour écrire ce roman. C'est vraiment un roman en direct de l'adolescence, enfin d'une certaine adolescence, mais dans laquelle apparemment beaucoup d'hommes et de femmes, mais d'hommes aussi, se sont reconnus. Enfin, j'ai reçu beaucoup de courriers après ce roman en France. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même qui traverse les frontières là, sur ça. Peut-être on reviendra sur les années 80 en France, qui était peut-être particulière, mais cette matérialité de l'adolescence, et cette sensualité de la nature, je pense qu'elle est évidemment ici aussi. 저도 그렇지 않아도 그 중간에 등장하는 소남주의 가장 남자들 중에 한 명이죠. 아르노가 소남주한테 이렇게 하는 그 대사들도 맞아요. 정말 이 나이 때 아이들이니까 할 수 있는 얘기구나. 이런 거에 넘어가는 나이구나. 그렇게 생각을 했습니다. 저는 또 궁금한 게 있었는데 처음 책 서두에 일케의 글을 이용하셨어요. 말해주기에 나오는 부분. 근데 생략하신 부분이 제 생각에 뭔가 어떤 의미가 담겨 있을 것 같더라고요. 그래서 그것도 한번 여쭤보고 싶었습니다. Je suis une lectrice de Rilke depuis des années. J'aime beaucoup Rilke, c'est un grand poète allemand, comme vous savez. Et il dit, je ne retrouverai plus la phrase exacte là, mais vous pouvez peut-être la lire en coréen, mais si on savait vraiment ce qu'est une jeune fille, si on savait vraiment, c'est à peu près ça? Si on savait vraiment ce qu'est une jeune fille. Mais comme c'est un poète du début du XXe siècle et qu'il y avait un rapport aux femmes assez particulier, il conclut en fait sur la pureté des jeunes filles. Et je ne suis pas d'accord avec ça, justement. Et je pense que c'était une projection de Rilke qui avait absolument besoin de trouver la pureté chez les jeunes filles. Et je lis beaucoup sa correspondance à ce poète. Et d'une certaine façon, il a trouvé cette pureté, mais chez des femmes d'une intelligence prodigieuse, chez Lou Andréa Salomé en particulier, qui n'était évidemment pas pure au sens sexuel. C'est au contraire une femme qui a vraiment énormément aimé les hommes et fait l'amour avec les hommes, tout en étant mariée derrière. Enfin, mais elle avait une pureté d'intelligence magnifique. Elle avait vraiment un accès à la poésie du monde. Donc voilà, j'ai coupé la phrase, d'abord parce que j'en ai le droit comme écrivain. Il suffit de se référer au journal de Malte. Et puis parce qu'effectivement, je voulais continuer la phrase avec ce roman d'une certaine façon. Proposer autre chose que la sacro-sainte pureté.
여기서 혹시 그 생략된 부분이 어떤 부분인지 궁금해하시는 분들에 대해 좀 말씀을 드리자면 그 소녀들, 아이들, 여자들이 더 이상 복수가 아닌 무수한 단순만을 의미한다는 사실을 왜 사람들이 기억하지 못할까, 알지 못할까라는 부분이었는데요. 네. 이런 부분이 제가 보기에 저는 어떤 사람들이 그냥 여자 아이들이라고 뭉뚱그려서 말을 하지만 그 하나의 여자들도 다 다른 존재들이거든요. 아까 처음에 작가님께서 말씀하셨던 것도 사실 같은 맥락인 것 같아요. 뭐 상냥한 여자, 조용한 여자, 싹싹한 여자. 아니면 우리나라에서는 말 많은 아줌마, 운전 못하는 거는 아줌마 이런 식으로 말하는 것들이 전부 다 이런 맥락에서 통하는 것 같더라고요. 제가 다행히 잘 이해를 했나요? Oui, évidemment, chaque fille est différente. Mais les consignes générales données aux filles sont toutes les mêmes, et tendent à uniformiser la jeune fille, la jeune fille. Et ça continue. Moi, tout ce que je vois, c'est que, surtout en ayant eu des enfants, c'est qu'il y a la même énergie sexuelle et le même désir de dévorer le monde chez un petit garçon et chez une petite fille. Et c'est par l'éducation qu'on réprime l'énergie sexuelle des filles. Alors en France, on est quand même très libre. Les filles ont un comportement sexuel très libre en France, même s'il y a des réactions, en particulier religieuses. Mais je voyage beaucoup et je vois bien que les filles sont partout dans le monde, et suivant les pays plus ou moins, et suivant les pays de façon plus ou moins dramatique. Le désir des filles est réprimé. Je dis une évidence, mais ça continue à me révolter. Parce que je vois chez la petite fille cette envie de courir, par exemple. Si vous prenez l'Émile de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui est par ailleurs un auteur prodigieux, c'est un traité d'éducation des garçons et des filles, et Jean-Jacques Rousseau enjoint les parents à freiner les filles. Il dit souvent freiner les filles, en les empêcher de courir en particulier. Et ce sont des choses qu'on voit encore. Quand je vais au parc avec mes enfants, les parents ont souvent le réflexe de dire à la fille « Attention, tu vas tomber ». Et au petit garçon, au contraire « Mais vas-y, mais qu'est-ce que tu fais? Mais monte sur ce toboggan ». Ce sont des choses qu'on voit encore énormément. Il n'y a aucune raison. Surtout qu'à 4 ans, c'est le même corps, en fait. À 4 ans, un petit garçon et une petite fille ont la même masse musculaire, tout ça, c'est des bêtises. Donc, accélérons les filles comme les garçons. Donc, et cette énergie sexuelle dont je parle, c'est une énergie libidinale, comme on dit, c'est ce qu'on appelle la libido en psychanalyse. C'est une énergie qui est aussi mentale, qui est totale. Vous avez d'ailleurs des concepts en Asie particuliers, comme ça. Vous ne séparez pas les deux, en fait. Donc, voilà. J'ai un peu l'impression de dire des évidences, et pourtant, quand je regarde le monde, il y a encore des combats à mener inlassablement. 제가 작가님 그 세 아이 중에 딸아이도 있는 걸로 알고 있는데 만약에 이 작품에 나오는 솔랑주 같은 그런 사춘기를 아이가 지나게 되면 작가님께서는 뭔가 더 특별히 해주고 싶으시거나 또 그런 조언해 주실 것들이 있는지. Je vais faire une petite parenthèse donc, sur les années 80 et je vais répondre à ta question. Les années 80 ont été une parenthèse historique très étrange, très étonnante plutôt. Après des siècles où on demandait aux filles d'arriver vierges au mariage, l'ordre s'est inversé. Dans les années 80, pour être une fille cool, pour être une fille branchée, il fallait perdre sa virginité le plus vite possible. Et dans le village où j'étais, quand on était encore vierge à 20 ans, mais on était ridicule, on était une oie blanche, comme on dit. C'était une espèce d'effet de la libération sexuelle. La libération sexuelle, c'est quelque chose de formidable. L'accès à la contraception, ça a été décisif pour la liberté des femmes et donc des hommes. Le droit à l'avortement en 1974 en France, tous ces progrès ont été décisifs. Et ça, c'est formidable. Mais ça a donné aussi une sorte de grande confusion
où on avait une telle liberté qu'on ne savait plus très bien quoi faire de nos corps, je crois. Et qu'on se sentait obligé de faire des choses dont on n'avait pas vraiment envie. Parce qu'on était trop jeunes. Et puis on se séparait, je généralise, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant ces années 80. On séparait l'amour et le sexe énormément. Finalement, moi j'ai découvert le sexe bien avant de tomber amoureuse, de tomber vraiment amoureuse. J'étais dans une confusion des sentiments, oui. Donc on a fait des choses que n'avait pas fait la génération, évidemment, de ma grand-mère, et pas de ma mère non plus. C'était ni bien ni mal, c'était comme ça. Mais la parenthèse s'est un peu fermée avec le sida. Donc il y a vraiment eu 15 ans de... historiquement, très étrange sexuellement. À cause du sida, il a été urgent d'éduquer les jeunes gens. Vraiment urgent. C'était une question de vie ou de mort. Mon fils est en 4e, il a 13 ans. Et j'ai regardé son manuel de sciences de la vie et de la nature. Les 3/4 du manuel sont consacrés à la sexualité humaine, avec des détails techniques. Moi-même, j'étais un peu, je me disais, waouh, qu'est-ce que pensent les catholiques intégristes de ce manuel? Ils mettent leurs enfants dans le privé, mais bon. Mais donc, les 3/4 du manuel sont très bien faits, vraiment. Et c'est très dédramatisé, c'est très égalitaire, et c'est très bien fait aussi parce que moi, j'ai été éduquée en croyant que les garçons avaient quelque chose et que moi, je n'avais rien entre les jambes. Je sentais bien que j'avais quelque chose. Mais tous les dessins, vous savez, anatomiques, montraient quelque chose entre les jambes des garçons, mais rien entre les jambes des filles. Mais en fait, bien sûr qu'il y a quelque chose, et qui prend d'ailleurs autant d'espace, et c'est plus intérieur. Et bien, le manuel de mon fils, qui est le manuel d'éducation nationale de toute la France, montre que les filles aussi ont quelque chose. Et il y a un chapitre très détaillé sur le clitoris et comment ça se forme anatomiquement dans le corps, très profondément. Et je trouve ça formidable. Et ça donne vraiment un sens de l'égalité déjà organique. Et ça a été dû à cette urgence du sida. Il a fallu vraiment éduquer les enfants à ça. Et c'est bien. Après, il y a une très forte réaction en France. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Il y a des manifestations en ce moment contre l'exposition qui s'appelle le zizi sexuel, qui est une exposition très bien faite, qui dédramatise, oui, la sexualité. Mais il y a des pétitions contre cette exposition. Il y a une réaction en ce moment, religieuse essentiellement, et d'extrême droite. Et c'est un peu triste. L'autre quart du livre de Sciences de la nature de mon fils est consacré à la tectonique des plaques. 이 말씀을 들으니까 또 소설속 한 장면이 생각나는데 이래서 그런 묘사를 하셨는지도 잘 모르겠지만 그 남자아이들이 굉장히 짓궂게 여자아이를 발가벗기는 장면이 있었어요. 거기서 그 여자아이의 성기 부분을 표현을 할 때 거기에 정말 놀라운 것이 있었다. 두 개의 방구형 살덩이 사이에 그런 것이 있었다라고 하는 장면이 있거든요. 그 말씀을 듣다 보니까 생각나네요. 그러니까 그 독자분들 질문이 또 많으실 것 같아서 제가 마지막으로 하나만 더 말씀을 드리고서 독자님들 Q&A 시간 갖도록 할게요. 제가 어디서 읽었는지는 자세히 기억이 안 나는데 작가님께서 이렇게 말씀하신 거를 봤어요. 글을 쓸 때 난 무관하다. 내 마음을 잊고 가족, 친구들, 고민들을 다 잊는다. 나는 세상에 머물러 지나가는 빈인간이다라고 말씀하신 걸 봤는데 다음 작품에서는 어떤 세상을 담으신다든지 궁금하네요. 어떤 작품을 쓰실 생각인지. Oui, je décrivais le moment où j'écris. Dans le moment où j'écris, je ne pense à rien. Et en particulier, je ne pense pas à mes petits soucis habituels. Il y a aussi un effet de concentration tout à fait normal. Toute personne qui travaille comme ça. Mais j'ai l'impression, quand ça se met à écrire en moi, c'est une sorte d'état très méditatif, très vide. J'ai besoin que ce soit vide. Et j'oublie aussi mon corps, je suis une respiration. C'est très très
c'est assez zen en fait. Il faut que j'accède à une espèce de porosité au monde. Il faut que je me laisse traverser par le monde sans plus être là. Si je ne suis pas dans cet état, j'écris pas bien, c'est pas la peine. Bon, c'est un état qui me vient assez naturellement, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, il faut que je sois une sorte de caisse de résonance vide. Les artistes connaissent ça, c'est pas magique, c'est assez banal, mais c'est ça que je voulais dire. Mon prochain roman, ça va parler, j'ai plusieurs projets en tête, j'ai toujours trop de projets. Je n'écris pas 2 livres par an, mais j'en ai fait un tous les 18 mois. Donc là, il se trouve que j'ai lancé une exposition à Paris dans un grand musée qui s'appelle le MAM, le musée d'art moderne, autour d'une peintre que j'aime beaucoup. Donc je vais écrire sa biographie, ça c'est un projet vraiment lié à l'art, une autre partie de ma vie. Et puis sinon j'ai un roman en tête, qui sera, pour le dire très vite encore, une histoire d'amour, mais une histoire d'amour platonique. 너무 왜 autre chose. 그 이상은 아마 저희가 다음에 책으로 만나봐야 될 것 같아요. 그러면 이제 그 작가님들께서 궁금하신 점 있으시면 질문을 받아볼 건데요. 손으로 살짝 들어주시면 저희 마이크를 들고 찾아가겠습니다. 부끄러워하지 마시고 질문 잘 듣게 해주세요. Pas forcément sexuel. 안녕하세요. 저는 굉장히 간단한 질문인데요. 저는 이제 예술을 하고 작업을 하는 사람으로서 아까 잠시 말씀하신 것 같은데 현대미술관에서 전시를 하신다고 하셔서 어떤 형식의 어떤 전시인지 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다. Ça ne nous éloigne pas beaucoup de notre sujet parce que c'est une femme peintre qui est morte en 1907, qui est absolument inconnue en France et je pense en Corée, et qui s'appelle Paula Modersohn-Becker et qui est très très connue en Allemagne, et qui a des musées en Allemagne. Elle est un peu connue aux États-Unis. Cette femme est morte à 31 ans des suites d'un accouchement, alors qu'elle ne voulait pas d'enfant, elle voulait pas d'enfant. Mais elle a eu le temps de laisser une œuvre extraordinaire. Et des natures mortes magnifiques, des forêts, et beaucoup de portraits d'enfants qui sont absolument pas mièvres, justement. Et aussi tout simplement beaucoup d'autoportraits d'elle nues. Et il se trouve que c'est la première femme dans l'histoire de l'art à s'être peinte nue après des siècles de regard masculin sur le corps des femmes, où on avait toujours 2 genres de femmes. L'odalisque, la putain, ou la Madone. Et elle se peint comme elle se voit, avec son corps un peu mal fichu, elle se peint, quoi. Elle se prend comme sujet de couleur. Et elle m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et je veux la faire connaître en France. Et il se trouve qu'elle a refusé d'épouser Rilke, le fameux poète dont on parle. Elle a eu une vie très intéressante. Et elle a eu une correspondance avec Rilke. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Si vous tapez sur Google Paula Becker, P-E-C-K-E-R, vous allez déjà trouver quelque chose. Paula Modersohn-Becker. 안녕하세요. 저는 지금 간호학과에서 공부를 하고 있습니다. 근데 제가 한 달에 한 번씩 초등학교와 중학교에 나가서 보건교육 봉사를 하고 있어요. 근데 그때마다 이제 성교육을 주제로 하는데 아이들이 좀 이건 무서운 거야. 이건 보면 안 돼. 이건 배우면 안 된다고 막 책을 가리고 검은색으로 그리고 그럴 때가 많아요. 그래서 열심히 준비해 갔는데 반도 설명을 못하고 끝낼 때도 많대요. 그런 아이들에게 좀 더 자연스럽고 다가갈 수 있는 방법이 혹시 있을까요? Moi, quand j'étais petite, je voyais les vaches et les taureaux.
c'était pas mieux à la campagne, c'était une éducation sexuelle un peu brutale. C'était pas du tout romantique. J'ai conscience que la Corée n'est pas la France. Je ne connais pas la Corée, mais le peu que m'ont raconté certaines jeunes femmes, il me semble qu'effectivement en France, on est peut-être un peu plus libre dans l'approche du corps, mais on est moins libre, par exemple, que les Allemands et les Suédois. Par exemple, en Islande, où j'ai souvent voyagé, tout le monde, hommes et femmes, se douche tout nu avant d'aller à la piscine, en se savonnant vraiment hygiéniquement. Alors qu'en France, on est quand même assez embêté avec la nudité en France. Et les deux sexes sont très séparés. Alors, j'ai pas de bonne méthode à vous conseiller, mais moi, je crois beaucoup au pouvoir des films aussi, au pouvoir d'Internet. Alors, pas la pornographie qui a une mauvaise éducation, mais on ne pourra pas empêcher les enfants de se renseigner sur la sexualité, seuls, tranquillement, dans leur coin. Moi, quand j'étais petite, comme je vous dis, j'avais les blagues idiotes de mon père, les magazines un peu trop techniques de ma mère. J'avais aussi le dictionnaire. Je cherchais les mots. Enfin bon. Je crois qu'avec Internet, les enfants se débrouillent très bien. S'ils veulent savoir, ils savent. Et ils sont aussi obligés d'avoir l'air pudique. Mais ils ne sont pas, quand ils sont tout seuls, ils ne pensent pas forcément. Donc j'ai pas de conseils à vous donner. Continuez votre mission une fois par mois. C'est formidable. Et n'ayez pas peur d'être parents. 너무 성적으로만 가지 않으셔도 될 것 같은데 대한민국은 되게 부모님이랑 자녀 관계에서 성에 대해 되게 보수적이라서 이야기를 잘 나누지 않는 편인데 혹시 작가님께서는 좀 개방적으로 소설을 쓰시고 자녀분들이랑 성에 대해서 얘기를 나누시는지 또 그게 더 부모님과 자녀가 성에 대해 얘기를 나누는 게 더 좋은 거라고 생각을 하시는지 궁금합니다. Alors j'ai une règle d'or, c'est que je ne devance pas leurs questions. J'attends qu'ils posent des questions. Parce que je pense que les enfants, ils ont envie de savoir, mais à leur rythme. Que je n'ai pas à leur imposer des connaissances qu'ils n'ont pas envie de savoir à ce moment-là. Il faut attendre les questions. Et il se trouve que avec le couple que je forme avec mon mari depuis 15 ans, on a nos propres problèmes, comme tout le monde, mais on s'entend assez bien. Et nos enfants, on parle beaucoup, et nos enfants ont assez confiance pour poser des questions. J'ai 3 enfants. Ils sont tous les 3 différents. Ils ont le même âge déjà. Il y a un garçon et 2 filles. Mais franchement, la question sexuelle n'est pas un problème à la maison. On a d'autres problèmes, mais pas celui-là. Je vais vous répondre de façon un peu moins intime peut-être, mais avec une petite anecdote. Donc je suis féministe et mon mari est un spécimen merveilleux de macho féministe. C'est très sexy les machos féministes. Parce qu'il est indépendant, il est par ailleurs astrophysicien, je trouve que c'est un métier très sexy. Il a sa vie, il voyage comme moi, mais il a été élevé par une mère et un père féministes, et donc c'est lui qui fait la cuisine par exemple, parce que moi ça m'ennuie. Moi je vais faire d'autres choses, je vais faire le linge par exemple. Mais c'est lui qui fait à manger, et on éduque vraiment nos enfants à égalité, je dirais. D'où aussi leur confiance. Mon fils, il pose des questions sexuelles à son papa, par exemple, plus qu'à moi, ce qui est bien naturel. Mais mes filles aussi, elles me posent des questions. Et par exemple, je pense que je vais aller voir l'exposition du zizi sexuel avec ma fille qui a 10 ans, parce qu'elle a le bon âge pour cette exposition. Mais je ne vais pas y aller avec mon fils. Je pense que sa pudeur de garçon par rapport à moi, femme, en serait peut-être affectée. Mais peut-être qu'il aura envie d'y aller aussi. Bon, voilà, c'est ouvert. Et la petite qui a 5 ans et demi, elle est trop petite. Voilà. Je ne suis pas folle non plus. La
l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est qu'on a beau être féministe, et mon mari et moi, quand j'écrivais ce livre, un jour je vois ma toute petite, elle avait donc... non, c'était pas ce livre, c'était le suivant. Elle avait 4 ans. Et elle était allongée par terre. Et je m'approche d'elle un peu inquiète, elle ne bougeait pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je joue. Et je lui dis, mais tu joues à quoi? Elle me dit, je joue à la Belle au bois dormant. Et elle attendait que le prince vienne la réveiller. Toute une éducation féministe pour en arriver là. Et alors, je ne sais pas à quel point le conte de la Belle au bois dormant est connu ici, mais la Belle au bois dormant, cette idiote, elle dort pendant 100 ans, et le prince, avec son épée, son cheval, coupe la forêt, il avance, et il vient embrasser la princesse, tous ses efforts masculins, et cette idiote se réveille. Bon, et l'épouse, évidemment, tout de suite. Et donc, ma fille... Alors depuis, je lui offre des camions pompiers, des épées. Et alors les camions, elle s'en fiche, mais l'épée, elle adore l'épée. Et elle joue à la chevalière, comme elle dit. Donc je lui ai aussi acheté une armure. Alors elle est très, très mignonne, très petite fille. Elle a des couettes avec des rubans roses. Elle se déguise avec des diadèmes. Mais aussi, elle est capable de mettre une robe de princesse avec l'armure et l'épée. Et je trouve ça très bien, voilà. Elle invente sa propre princesse armée. Voilà. Mais mon fils, par exemple, il n'a jamais joué avec les camions non plus. Bon, chacun... C'est un grand lecteur, mon fils. Il lit beaucoup. D'abord, je suis ravi de vous rencontrer. First of all, I'm a soldier serving as an Air Force, and it's a great honor to be here at this moment. Can I ask you something? Okay. I have never read your book, but I'd like to buy it on this moment. So, would you please summarize your book in a word? You're right, I didn't summarize it. Donc, le monsieur me demande de résumer mon livre. C'est l'éducation sexuelle et sentimentale d'une petite fille, puis d'une jeune fille. Elle a entre 10 et 14 ans, 15 ans, dans un petit village de la province française. Voilà. Thank you for your response. Very nice. 끝나고 저한테 오시면 제가 더 자세하게 설명해 드리겠습니다. 멀리 한국까지 와 주셔서 너무 고맙습니다. 4가지를 질문하는데요. 첫 번째는 그 기록의 강박증, 굉장히 예술가적인 기질인데 그런 것이 그 어린 나이에 어떻게 생겼는지, 그게 첫째 궁금하고요. 두 번째는 아까 보통 일반 사회나 남성이 만든 여성성을 거부하고 내 나름의 여성성을 가지고 있다고 하셨잖아요. 아름다운 여성의 아름다움을 가지고 있는데 그렇다면은 우리 전통적인 사회나 남성이 만든 순결에 대한 생각의 개념이 있는데 그거 말고 원래 본인이 생각하는 진정한 의미에서의 여성의 순결에 대한 생각이 있는지, 그게 두 번째고요. 세 번째는 제가 알기로는 선생님이 이제 정신 분석가로 알고 있거든요. 근데 이제 글쓰기를 할 때 이제 무의식 세계로 들어간다고 했잖아요. 저도 만약에 글을 쓰게 되면은 그때는 이제 정신이 없는 상태에서 글을 쓴다고 생각하는데 그 무의식 속에서 글 쓴다는 것이 아까 설명을 하셨지만 조금 더 다른 도움 설명이 가능하죠.
그다음 네 번째 마지막으로는 그 동양에서는 한국이나 동양에서는 그 컬러라는 거, 색채라는 것에 라는 의미가 섹스라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 이제 그게 컬러 is 섹스라는 의미가 있는데 그렇게 보면은 이 세상의 모든 것은 다 색깔이 있잖아요. 그래서 이 세상의 모든 건 다 성적인 것이다라는 의미가 있다고 저는 생각하고 그런 것은 어떻게 보면은 그 미술이나 예술 세계의 아주 그 기본적인 철학이라고 생각하거든요. 그런 거를 볼 때 이제 동양은 그 오랫동안 유교의 전통에 의해서 상당히 억눌린 상태이지만 사실은 그 무의식 속에서는 굉장히 자유롭고 자연스러운 모습을 받아들이기도 했거든요. 근데 이런 이제 한국의 모순적인 상황에서 앞으로 한국 사회가 성적으로 행복한 사회가 되려면 어떤 식으로 가는 것이 좋은지 좋은 말. C'est une cinquième question. 이 정도 하겠습니다. Alors, je vais aller très vite. Je vais essayer. Tout noter. Est-ce que je note tout? Je ne crois pas que je note tout. J'ai une très mauvaise mémoire, mais les choses me reviennent avec justement la mémoire inconsciente. Je fais très confiance à ça. Je laisse les souvenirs se réarranger un peu comme ils veulent. Et je rêve aussi beaucoup. Et je rêve éveillé. Je me laisse rêver. La puberté, qu'est-ce que ce serait la vraie puberté chez les femmes, si j'ai bien compris? Est-ce qu'on n'est jamais vraiment pubère aussi? Est-ce qu'on n'arrive jamais à être adulte en ce sens? On peut avoir un corps pubère et rester un enfant toute sa vie, sans doute. Je ne sais pas répondre à cette question. Non. L'inconscient, ça serait trop long de vous raconter ma relation à la psychanalyse. La psychanalyse, personnellement, m'a sauvé la vie. Elle m'a très concrètement sauvé du suicide et de la dépression. Sur moi, ça a marché. Ça ne marche pas sur tout le monde. Moi, je correspondais à ça. Je fais très confiance au monde. Donc ça a marché avec moi. Et ça ne m'a pas du tout empêché d'écrire, ça ne m'a pas du tout stérilisé, comme on peut dire parfois un peu bêtement pour les artistes et la psychanalyse. Ça m'a autorisé à écrire. Ça m'a donné, oui, ça a renforcé mon moi d'écrivain, mais ça m'a aussi autorisé à considérer que ce moi n'était pas très important et à, je sais pas, me projeter dans le monde. Enfin, il s'est passé quelque chose. Le pansexualisme, les couleurs, j'y connais rien aux couleurs et à l'Orient, mais le peu que j'ai lu, j'ai très peu lu de littérature coréenne, j'ai lu un peu de chinoise, un peu de japonaise, et il est évident qu'il y a une sexualité qui passe par autre chose, par les organes et même par le corps humain. Mais ça se retrouve dans d'autres cultures. Un conseil, vous écrivez si je comprends bien. N'écoutez que vous-même, je ne sais pas quoi vous dire. N'écoutez pas les réponses aux questions. 안녕하세요. 저는 프랑스에서 건축을 공부하다가 유학을 갔다 온 경험이 있고요. 처음에 이제 프랑스에 갔을 때 내가 충격을 받은 점이 바로 그 성적인 개방적인 것. 특히 충격적이었던 게 신입생 환영회를 하는데 그 비주타주라고 빨개 벗겨놓고 세계를 보고서 충격을 받았어요. 건축대학뿐만 아니라 의과대학, 미술대학 또 그랑데골 같은 데도 그런 거 한다고 들었는데 근데 그것이 처음에 충격적이었는데 좀 생각해보니까 그 대한민국에서도 대학교에서 신입생 환영회를 하거든요. 그럴 때 남자들 세계에서 이렇게 흔히 하는 말 이제 빠따를 친다, 몽둥이를 그런 걸 통해서 그 육체적인 자극을 통해서 그 정신적인 그 일체감을 갖는다든가 이런 행사가 한국에서 반면에 프랑스에서는 비주타를 통해 가지고 남녀 간의 또 성별 후별 간의 어떤 정신적인 유대관계를 갖는
그런 점이 유사하지 않았나 생각을 들었었어요. 그런데 또 나중에 제가 유학을 끝마치고 한국에 오니까 미술자들이 이제 법으로 금지됐다고 그러는데, 그럼 요즘 세대의 그 의과대학이나 미술대학생들은 성배우배 여학생하고 사이에 그 교류를 미술자지 말고 다른 방법으로 이제 하는 게 있는지 그런 걸 좀 알고 싶습니다. Alors, vous savez, le bizutage, ça n'a rien à voir avec la sexualité en fait. Le bizutage, c'est de la violence. C'est tout, c'est de la violence. Et je crois aussi qu'on a trop tendance à confondre sexualité et pornographie. Ce n'est pas parce qu'on parle de sexualité qu'on est pornographe. Sur le bizutage, moi je trouve ça atroce, je suis d'accord avec vous. Le pire des bizutages, je crois, en France, c'était, et c'est peut-être encore l'école vétérinaire. Moi j'avais un amoureux qui était dans cette école vétérinaire, et c'était horrible. Et évidemment, on mettait tout le monde tout nu, et bien pire que ça, c'était horrible. Et aux États-Unis, ils ont le même problème, c'est le hazing. Et il y a des lois qui vont empêcher ça. Donc vous, ça vous a marqué, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est de la violence. Et il faut l'empêcher. Mais par rapport à la France et au choc culturel possible, moi, quand j'étais petite, dans les années 80 en France, sur toutes les routes de France, il y avait des grands panneaux publicitaires pour ce qu'on appelait le Minitel rose. Le Minitel, c'était l'ancêtre d'Internet. Et tout de suite, dès que les Français ont inventé ce Minitel, ils l'ont utilisé pour des sites pornographiques. Et sur toutes les routes de France, il y avait des publicités pour des sites pornographiques. Et sur toutes les routes de France, il y avait des femmes toutes nues avec des phrases hyper choquantes. Et moi, j'étais à l'arrière de la voiture de mes parents. Et je voyais ces phrases, pour les Français dans la salle, vous savez, c'était 36-15 Ursula, et Ursula, c'était soft. 36-15 avec des titres, c'est pas possible. Et je crois que quand même, il y a eu un effort en France pour être un peu moins trash, pour utiliser un mot anglais, pour retrouver une forme d'élégance, quoi. Et on ne voit plus ces panneaux dans la rue, et il y a un certain effort qui est fait sur la pornographie dans la rue, voilà, sur Internet, évidemment, c'est pas la même chose. Mais dans la rue, je crois que c'est mieux d'être un enfant dans la rue aujourd'hui en France que dans les années 80, parce que c'était vraiment choquant. Voilà. Je ne sais pas si les Français qui ont connu les années 80 dans la salle sont d'accord avec moi. Vous vous rappelez de ces panneaux? Surtout pour une petite fille. bonjour. 고등학생 때부터 되게 좋아했던 작가님을 이렇게 만나서 되게 반갑습니다. 하나 제가 궁금한 게 있는데, 작가님 같은 분은 이제 어디서 영감을 보통 얻으시고, 그리고 작가님처럼 이제 글을 잘 쓰시는 분들은 그 글을 쓰시는 게 이렇게 일필이지로 쉽게 쓰시는지 아니면 이렇게 오래 걸리시는 시간이, 그런 것들이 궁금합니다. J'écris très facilement. Je n'ai aucun problème de page blanche. Je m'y mets très facilement, je commence très facilement, je suis concentrée très très vite. C'est une chance. Après, ça reste très difficile. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance. Et je peux passer 1 heure sur un petit bout de phrase. Mais ce n'est pas du tout une question de page blanche. Je sais très bien ce que je dois écrire, mais je ne trouve pas les bons mots. Mais ce que je dois écrire, je sais, je l'ai dans la tête. C'est sa concrétisation qui est difficile, très très difficile. Donc j'arrête d'écrire au bout de 3 heures à peu près. Et je suis contente si au bout de 3 heures, j'ai peut-être 10 phrases, une demi-page. C'est pas beaucoup, mais tous les jours, ça avance finalement relativement vite. Et une fois que j'ai le premier jet, je relis énormément. Peut-être je vais écrire le premier jet en 6 mois, mais je vais relire pendant 6 mois. Parce que je ne fais pas vraiment de plan à l'avance, donc je coupe beaucoup après, je monte. Je suis un peu comme un cinéaste avec des rushs. Donc j'ai un énorme travail de montage. Mais voilà, non, pas de page blanche, mais beaucoup de difficultés quand même.
Bonsoir, Madame Marie. 나는 박점순 예술 철학자, 박점순 예술 필로소프, 박점순 예술 필로소퍼, 박점순 아티스트입니다. 마담 마리 이름을 들으면서 두 가지 질문이 생각이 나네요. 메디치가에 관한 건데요. 메디치 상을 받았죠, 2013년에. 그것이 오늘 오게끔 하는 관심을 끌었습니다. 왜냐면은 그 18세기 데피니했죠. 메디치가가 데피니했는데 대가 끊겼습니다. 마지막 여인이 마리 루이자였습니다. 그런 의미에서 마리가 생각이 나고 근데 그 작가의 책 제목이 아기, 남자를 사랑하기 이런 제목들을 보면서 상당한 관계성을 느꼈습니다. 그 메디치 상 받은 소감이 첫 번째로 듣고 싶고 두 번째는 15세기에 메디치가가 한 큰 공로가 있습니다. 그것은 뭐냐면은 라틴어를 쓰는 로마 카톨릭과 그리고 그 히라보를 쓰는 히라보권 동방 정교회가 이제 다리를 놓는 큰 역할을 했습니다. 이번 전에 중세 학문을 연구하는 미셸 징크라는 분 오셔서 강연을 들은 적이 있었는데요. 모국어가 아닌 언어로 글을 쓰기라는 주제였습니다. 근데 그 마리다리 님은 그 프랑스어로 글을 쓰는데요. 모국어가 아닌 글로 글을 쓴 적이 있나요? 썼으면 왜인지 그 두 가지 질문을 하고 싶습니다. Alors le pré-Médicis, c'était une grande famille de mécènes qui étaient des artistes. Ça me fait très plaisir de recevoir le pré-Médicis, voilà. Et d'avoir la reconnaissance d'autres écrivains, parce que c'est un jury d'écrivains, de bons écrivains. Écrire dans une autre langue, j'ai écrit parfois en anglais des articles. Mais surtout, je suis très nourrie par mon autre langue maternelle qui est le basque. Une langue parlée à peu près par 2 millions d'habitants entre la France et l'Espagne. Je vais être rapide, mais bon, c'est une langue très particulière, très ancienne, ni grecque ni latine. Et ma mère, ma grand-mère, tout le monde le parlait en fait. C'est une langue qui a été très réprimée par la République française, qui n'a pas autorisé les langues régionales pendant très longtemps. Et c'est une longue histoire, cette langue. Mais elle m'a apporté beaucoup de liberté par rapport à la langue française. C'est-à-dire que j'ai su tout de suite, dès l'enfance, que le français était une langue parmi d'autres. Que ce n'était pas la langue, que ce n'était pas un monument sacré. Voilà. Et ça m'a donné la liberté de jouer avec le français. Et je parlais aussi espagnol à la maison, petite. Donc voilà, c'était juste une langue parmi d'autres. Ce n'était pas la nature. Et je crois que ça a été une immense richesse pour moi. Voilà. 시간이 많지가 않아서 저 뒤에 여자분 질문 하나만 더 보고 이제 마무리하도록 하겠습니다. J'ai beaucoup apprécié vous écouter ce soir, surtout quand vous parlez de l'éducation donnée à des enfants. Je suis vraiment de deux enfants et je vois ici un petit peu, nous habitons ici en Corée, je vois l'éducation que ma fille a reçue à la crèche, très fifi, je travaille tous les jours pour lui faire mettre le pantalon, pour lui faire comprendre que le bleu, ce n'est pas fait pour les garçons. Et certes, vous avez petite, avec justesse que les années 80 sont révolus en France, moi aussi, ayant grandi en France, j'ai souvenir effectivement d'images assez choquantes. J'ai été exposée à des choses assez perturbantes en grandissant. J'ai ce souvenir aujourd'hui encore.
encore des kiosques, des kiosques. Ça va un peu mieux. à hauteur d'enfant, sur les chemins d'école, des magasins. Mais malgré tout, j'ai l'impression ici en Corée que les enfants sont un petit peu protégés, mais pas du tout, comme j'ai pu le constater. Les gens sont très marqués, les filles en rose, les garçons en bleu. Et je voudrais savoir si aujourd'hui, à votre avis, la France, en matière d'éducation sexuelle pour les enfants, pour les ados, est-ce que la France est le pays où l'Église éduquer ses enfants ou pas? Alors sur ce plan-là, moi je pense que c'est la Suède. Franchement, les Suédois continuent à être formidables sur l'égalité des sexes. Il n'y a pas mieux que les Suédois. Après, ils ont leurs problèmes. Hein. Je crois que j'aimerais pas vivre en Suède, parce que c'est un peu ennuyeux. Mais sur l'éducation des enfants, ils sont formidables. Ça va mieux en France. Voilà, je parlais du manuel d'éducation sexuelle de mon fils, qui est vraiment le manuel qui est distribué partout, et centaines de milliers d'exemplaires aux enfants de 4e. Il est bien fait ce manuel. Parce que c'est le pays où élever des enfants. Par ailleurs, comme vous savez, c'est quand même... quel est l'avenir pour les enfants en France? C'est très très morose en France. C'est pas mot bleu, mais c'est le mot rose. Mais c'est garçon ou fille, ça va être un petit peu difficile peut-être. Je suis une optimiste dans l'âme. Mais quand même, dans les crèches, moi j'ai beaucoup fréquenté les crèches avec mes 3 enfants. Il y a une lutte contre les stéréotypes, mais on continue à proposer des poupées aux filles et des camions aux garçons. Pour les couleurs, c'est résolu. Le rose et le bleu, je crois que c'est fini. Ça tend à être fini. Pas dans le supermarché, mais à l'école, à la crèche. Les poupées et les camions, c'est pas fini. Hein. Donc il y a du chemin encore. 이제 맞춰야 될 것 같아서 Oui, 네, 안녕하세요. 저는 학생이고요. 이제 말씀 들으면서 저는 많이 생각하게 됐는데, 아까 계속 트럼프 인형에 대한 얘기도 하시고 이러셨는데, 한국 사회에서 조금 약간 성차별이 좀 더 정당화가 되는 이유 중 하나가 내가 한국에서 오랫동안 이어졌던 사상이나 이런 것들이, 그러니까 여성이 좀 더 자연스럽게 자랄 수 있는 일이 있고 남성이 좀 더 자연스럽게 자랄 수 있는 일이 있다, 이런 것에 대해서 분립을 시켜놓은 것 같은데요. 근데 지금 와서 봐도 여성이랑 남성의 근육 구조 자체도 상당히 많이 다르고 실제로 신체 구조 차이가 있어서 약간 조금 필연적으로 달라질 수밖에 없는 부분이 있고, 예컨대 약간 만약에 어떤 여자아이가 그 아이는 이제 아주 작은 생물이라도 죽이는 거 너무너무 싫어하고 막 피보는 걸 너무 무서워하는 아이한테 칼을 장난감으로 선물하는 것이 또 하나의 폭력이 되지 않을지, 그러니까 페미니즘의 방향성에 대해서 어떻게 생각하시는지 듣고 싶습니다. Il n'y a aucune raison qu'une fille déteste plus tuer un insecte qu'un garçon. Un petit garçon, il ne va pas aimer tuer un insecte comme ça à trembler. C'est une question d'éducation, c'est une question de regard posé sur lui ou sur elle. Je le vois avec mes enfants. La violence, les filles ont énormément de violence en elles. Les filles ont le goût du sang comme les garçons. La pulsion de mort, ce qu'on appelle la pulsion de mort en psychanalyse, elle est chez les hommes comme chez les femmes. Vous savez très bien que les femmes doivent être d'une cruauté terrible. Peut-être elle le montre un peu moins, mais du coup cette cruauté, elle est d'autant plus peut-être violente, je sais pas. Je refuse absolument les généralités sexuées, c'est plus compliqué que ça. J'ai un féminisme où j'aime aussi beaucoup les hommes, voilà. Tout ça est très subtil, nuancé. Et j'ai aucune violence ou rancœur contre les hommes. Je pense qu'ils sont très embêtés aussi, parfois, dans ce monde-là. D'être obligés de tuer des insectes, par exemple, pour reprendre votre image. Donc voilà, je ne sais pas sur quoi conclure là-dessus, mais je fais confiance aux jeunes générations. Merci.
Bonne question. Bonsoir. J'ai un train à prendre, mais demain matin, ça va. D'accord. Je m'appelle Daniel, je suis macho féministe. Ah, c'est les meilleurs. J'ai deux questions. La première est assez simple. Est-ce que vous allez faire du cinéma? Et la deuxième, je ne sais pas, en vous écoutant, ça me passait par la tête, je pensais à Louis Calafert, à la mécanique des femmes et Septentrion qui commence par au commencement était le sexe. Je voulais juste savoir si c'est un auteur qui fait partie de votre... Alors, d'abord Calafert, c'est pas mon auteur préféré, mais je l'ai lu il y a quelque temps. J'avais oublié cette très belle première phrase, au commencement était le sexe. Une très belle phrase d'écrivain. C'est pas ma tasse de thé Calafert, parce qu'il est vraiment misogyne. Ou alors je l'ai mal lu. Mais j'aime pas trop. Clairement sur Calafert. Le cinéma, j'en ferai jamais parce que je suis bien toute seule chez moi à écrire. L'idée de diriger une équipe fatigue. Et quand je veux qu'il y ait un fantôme qui traverse un mur, ça me prend une phrase. Et pas un budget, un producteur à convaincre, etc. Donc c'est merveilleux l'écriture pour ça. J'ai tous les effets spéciaux que je veux. J'ai pas de problème de casting pour Solange, elle est merveilleuse. Elle joue parfaitement son texte. Voilà. Donc je ne veux aucun des ennuis du cinéma. Par contre, après, il y a toute une histoire d'adaptation. Jean-Luc Godard avait acheté Truisme, c'est une longue histoire, il n'a pas fait le film, mais il y a eu des essais. Bon. Et là, en ce moment, Truisme, il y a une adaptation possible, c'est une longue histoire aussi, mais à Hollywood, donc ça serait génial. Et par contre, la plupart de mes livres ont été adaptés au théâtre, mais très peu au cinéma. Voilà. On a une proposition sérieuse pour contre Clem, et ça va se faire, normalement, c'est signé. Voilà. Merci. Merci. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup, Marie. C'était passionnant. Merci, Paul-Saint-Louis, c'était très gentil à vous. Merci aux traductrices. Nous avons, si vous voulez, continuer quelques livres avec Marie, mais c'est vrai pour un train demain, il faut encore quelques livres. Mais quand on va quelques livres, à côté, il y a un petit côté, on vous attend avec un verre de vin, quelques petites choses à manger. Donc, passez à côté, vous avez le temps. Encore 10 minutes, hein, pas plus. 10 minutes, je l'emmène. Merci, bonne soirée.